Bonjour à tous et merci de l'invitation et de cette occasion de vous parler de ce que fait l'Organisation internationale du travail sur ce sujet évidemment très important. Avant d'aller à la question des accords mondiaux d'entreprise ou des accords cadres internationaux, il y a beaucoup de formulations possibles pour caractériser cette forme de dialogue social international. Je vais peut-être rappeler quelques éléments à la fois sur l'OIT pour bien situer dans le contexte des chaînes d'approvisionnement mondiales cette organisation, ses moyens d'action et la façon dont on appréhende le sujet. Alors, d'abord, quelques rappels sur l'OIT et sur notre mandat et sur aussi nos moyens d'action. Je rappellerai d'abord que l'Organisation internationale du travail, c'est aujourd'hui l'agence système des Nations Unies, intégrée dans l'ensemble du système onusien en tant qu'agence spécialisée sur les questions d'emploi, de travail et de protection sociale. Il faut savoir que l'OIT a une spécificité qui est d'être la plus ancienne organisation internationale du monde, puisqu'on a été créé après, non pas après la Deuxième Guerre mondiale, mais après la Première Guerre mondiale, comme un des piliers de la Société des Nations, donc du premier système multilatéral. Et c'est important de le rappeler parce que notre mandat a donc été défini à cette époque, en 1919, avec deux axes principaux. Le premier axe, c'était l'idée de dire que la justice sociale, le terme de justice sociale figure explicitement dans la construction de l'OIT comme étant au cœur de notre mandat. La justice sociale était un élément nécessaire pour garantir la paix mondiale. C'était une intuition qui découlait assez naturellement du premier cataclysme du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, mais c'est une intuition qui a véritablement été extrêmement importante dans la naissance de ce premier système multilatéral. Et puis, le deuxième élément, c'est la nécessité d'appréhender au niveau mondial un certain nombre de questions que d'ailleurs Mounir a très décrit du secteur textile en cuisine, c'est de dire que le social, le travail et l'emploi, ce sont des questions mondiales, ce sont des questions d'intérêt mondial, et que les pays finalement sont dans une situation d'interdépendance mutuelle sur ces questions-là aussi. Et c'est un combat qui est mené depuis maintenant bientôt un siècle, puisque autant on a tendance à considérer assez naturellement les questions économiques ou les questions commerciales comme des questions par construction internationale, donc légitimes à appréhender au niveau mondial, autant de considérer la question du travail et de l'emploi comme étant une question d'intérêt mondial, d'être appréhendée au niveau international, y compris sous un angle normatif, c'est quelque chose qui est beaucoup plus contesté que sur les deux autres questions. Donc l'OIT, c'est ça, c'est contribuer à la paix, qui est le mandat général des Nations Unies, par la promotion de la justice sociale, de l'amélioration du travail, de ce qu'on appelle aujourd'hui le travail décent. Et puis c'est aussi contribuer à travers un certain nombre de principes et de normes internationales du travail à réguler la mondialisation. Et ces deux intuitions étaient donc présentes dès le début de cette organisation, dès 1919. Deuxième petit point que je voudrais rappeler, c'est une autre spécificité de l'OIT, c'est que c'est non seulement la plus ancienne organisation internationale, mais on est aussi une organisation tripartite. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les gouvernements qui siègent à l'OIT, il y a aussi les représentants des travailleurs et les représentants. Celle-ci, c'était une innovation extrêmement importante en 1919. Et ce tripartisme se retrouve non seulement à tous les étages de la gouvernement, au niveau du conseil d'administration du Fonds international du travail, au niveau de la conférence internationale du travail, le Parlement mondial du monde du travail. Ce tripartisme se retrouve aussi. Excusez-moi, je vais vous couper. Excusez-moi, je vais vous couper 2 petites minutes. On a 2 petits problèmes de son et je suis vraiment navrée de devoir interrompre votre intervention. C'est très intéressant. Parfois, on vous entend très mal, donc il faudrait bien veiller à toujours orienter votre bouche en direction du micro et être prêt. Et par ailleurs, on a une personne qui est connectée par téléphone
On entend des bruits de fond derrière, donc pour les personnes connectées avec le téléphone, veillez vraiment à ce qu'il n'y ait pas de bruit parasite ou alors à couper le son du micro de votre téléphone. De la même façon que les gens qui sont connectés via la plateforme de webconférence doivent éteindre leur micro. Pour les personnes connectées par téléphone, on vous demande de faire la même chose, ça évite les bruits parasites. Et Monsieur Combe, parfois on a des retours de participants qui nous disent qu'ils vous entendent pas très bien. Est-ce que vous pourriez je peux parler plus fort, parler vraiment mais j'ai le micro Ah ben vraiment voilà, comme ça c'est parfait. Je peux pas tellement me rapprocher. D'accord. Sauf à le manger. D'accord. Alors comme ça c'est parfait. Là c'était parfait. D'accord, je comprends. Bon, toutes nos excuses pour cette coupure et on va reprendre. Et merci aux participants d'éteindre vraiment leur micro même par téléphone. Merci beaucoup. Qu'on entende ce que je raconte, sinon ça sert à rien. Donc je vous parlais du tripartisme, qui est une spécificité de l'OIT et qui se retrouve au niveau à la fois de la gouvernance de l'organisation et aussi au niveau de l'adoption des normes internationales du travail. Il faut bien comprendre que la spécificité de la négociation des conventions de l'OIT, c'est que ce ne sont pas que les gouvernements qui négocient ces conventions, mais ce sont aussi les représentants des employeurs et des travailleurs. Et d'ailleurs, très souvent, lorsqu'on parvient à négocier une convention internationale, une nouvelle norme internationale, c'est très souvent le fruit d'un compromis initial entre les employeurs et les travailleurs. Troisième point que je voulais rappeler, c'est justement le statut de l'OIT en tant qu'organisation normative. Il y a plusieurs familles d'organisations internationales. Il y a des organisations qui sont plutôt axées sur le plaidoyer, je dirais, comme l'UNICEF. Il y en a d'autres qui sont plutôt chargées de financer, d'être des bailleurs, notamment de l'aide au développement, comme la Banque mondiale. Nous, l'OIT, c'est une organisation qui est conçue initialement pour élaborer, mettre en œuvre et contrôler des normes internationales dans le domaine du travail et de l'emploi. C'est donc notre principal moyen d'action, reconnu par notre Constitution, pour précisément exercer notre mandat axé sur la justice sociale et le travail décent. Alors ces normes internationales du travail, aujourd'hui, elles couvrent à peu près tous les aspects des relations individuelles et collectives du travail dans le monde, éléments relatifs au contrat, certains éléments aussi relatifs à la rémunération, à la protection sociale et aussi aux relations collectives au travail et notamment la négociation collective. Donc j'y reviendrai un peu plus loin. Et puis enfin, au-delà de cette fonction normative, c'est aussi développer une fonction qui est devenue d'ailleurs prépondérante, qui consomme le plus nos ressources et nos finances, c'est le domaine de la coopération technique, qui a fortement monté en puissance à partir des années 60 et 70 et qui fait qu'aujourd'hui, l'OIT est présent dans un très grand nombre de pays, en particulier en développement et émergent, et met en œuvre des programmes de coopération technique destinés à la fois à faciliter la mise en œuvre de nos normes et aussi à renforcer les capacités de nos membres, qui sont donc encore une fois à la fois les syndicats, les organisations d'employeurs également, et puis bien sûr les administrations du travail. Alors ces rappels étaient importants parce qu'ils fixent un petit peu le cadre dans lequel on intervient sur cette question importante des chaînes d'approvisionnement. Nous, ce que l'on essaye de faire pour améliorer les conditions de travail dans ces chaînes d'approvisionnement, c'est bien entendu d'être fidèle à notre mandat en faveur de la justice sociale et du travail décent, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs du travail, et en particulier les syndicats et les employeurs à travers le dialogue social, c'est de promouvoir nos normes internationales du travail, et l'exposé précédemment et la lacunes importantes qui subsistent en ce domaine, et puis c'est aussi d'axer nos stratégies de coopération technique sur ce sujet des chaînes d'approvisionnement. Alors, donc, quels sont les différents moyens que l'on mobilise pour remplir cet objectif d'amélioration des conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement? Je dirais qu'il y a
un premier préalable, c'est celui d'améliorer la connaissance que l'on peut avoir sur ce sujet. On a eu, donc, au début de ce séminaire, un exposé très intéressant sur la situation du textile en Tunisie. Mais on sait en réalité assez peu de choses sur les conditions de travail dans ces chaînes d'approvisionnement. Ça a été le sujet principal de discussion de la conférence internationale du travail en 2016. Et à cette occasion, l'OIT avait produit un rapport qui justement faisait le point sur ce qu'on pouvait tirer de la recherche académique ou des témoignages des acteurs sur ce sujet. Je vais juste donner quelques exemples. Pour bien mesurer aujourd'hui l'importance de ce sujet dans l'économie mondiale du travail. La première chose que je voudrais souligner, c'est que les chaînes mondiales d'approvisionnement, c'est aujourd'hui en réalité la forme dominante de la mondialisation de l'économie. La mondialisation n'est pas un phénomène nouveau, ça existait déjà lorsqu'on a fondé l'OIT en 1919, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais à l'époque, c'était, plus que dans les années 70, c'était finalement des États qui commerçaient entre eux. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est un peu autre chose. C'est en réalité une mondialisation des modes de production. Ce sont des entreprises qui organisent leur chaîne de production à l'échelle mondiale en localisant un certain nombre... vous m'entendez là? Parce que moi j'entends un bruit de fond important. Donc la mondialisation aujourd'hui, c'est une mondialisation des réseaux de production. Et le commerce, c'est plus un commerce de tâches dans ces chaînes de production plutôt qu'un commerce de biens et de produits finis. Juste pour donner un chiffre, 80% des échanges internationaux, ce sont en fait des échanges de consommation intermédiaire, c'est-à-dire d'ingrédients, de produits semi-finis qui s'inscrivent dans des chaînes de production qui sont organisées au niveau mondial. Et ces chaînes d'approvisionnement représentent à peu près un emploi sur 5 dans le monde. Donc c'est évidemment un point extrêmement important dans la connaissance du phénomène de la mondialisation de l'économie et du travail, et c'est un axe important de recherche pour l'OIT. Alors pour adresser ce problème, l'OIT a mis en avant depuis une vingtaine d'années le concept de droits fondamentaux au travail. C'est un point important sur lequel il faut consacrer au moins 2 minutes. La grande limite des normes de l'OIT, c'est qu'elles ne s'inscrivent dans un ordre juridique qu'à la condition d'être ratifiées par les pays membres. Et un pays n'a aucune obligation, a priori, de ratifier une convention même de l'OIT, même si ce pays fait partie et membre de l'Organisation internationale du travail. Donc en 1998, à l'époque notamment où on discutait des statuts de la future Organisation mondiale du commerce, l'OIT, à travers une déclaration importante en 1998, a identifié dans ses normes 4 principes fondamentaux regroupant 8 conventions dont l'importance considérable justifiait d'en faire une obligation constitutionnelle. Aujourd'hui, ces 4 principes fondamentaux que sont la lutte contre le travail forcé, l'élimination des pires formes de travail des enfants et la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre les discriminations et la promotion des libertés syndicales et de la négociation collective, donc qui renvoie à 8 conventions fondamentales. Le respect de ces conventions fait partie des obligations constitutionnelles de tous les membres de l'OIT. C'est une date importante, 1998, parce que c'est véritablement le moment où ont commencé à apparaître des tas d'instruments de contrôle de la mondialisation, des instruments à la fois unilatéraux, mais aussi des instruments multilatéraux, j'y reviendrai avec les accords cadres mondiaux, qui finalement visaient à opposer à tous les acteurs de la mondialisation, et notamment aux acteurs privés, ces principes et ces droits fondamentaux du travail. Et c'est un élément majeur qu'il faut prendre en compte dans le débat autour des obligations de vigilance, puisque du point de vue ces 4 principes et ces 8 conventions fondamentales sont évidemment le cœur des obligations de
vigilance du donneur d'ordre, même si cette notion d'obligation de vigilance, à l'heure qu'il est, ne font pas l'objet d'une norme internationale au niveau de l'OIT en tant que telle, mais se retrouvent dans un certain nombre de textes. Je donnerai comme exemple le dernier protocole intervenu en 2014 sur le travail forcé, qui comporte une obligation de vigilance des donneurs d'ordre sur leur chaîne de sous-traitance. Alors maintenant, les accords mondiaux d'entreprise, pourquoi est-ce que ça justifie de mettre un focus sur cette question-là dans le cadre de ce séminaire? Je crois que les accords mondiaux d'entreprise, c'est un exemple intéressant montrant comment des acteurs privés, je dirais, peuvent intervenir sous d'ailleurs l'effet d'une certaine forme de pression internationale, compléter l'arsenal normatif classique qui peut exister au niveau international à travers les normes de l'OIT, pour précisément renforcer l'effectivité de ces principes et de ces droits fondamentaux. Donc qu'est-ce que c'est que ces accords mondiaux d'entreprise? À l'origine, c'est une initiative le plus souvent d'une entreprise, mais ça peut être aussi l'initiative d'une fédération syndicale mondiale qui, alors que l'entreprise se mondialise, décide d'organiser au niveau mondial un cadre de dialogue, de discussion avec un interlocuteur syndical qui le plus souvent est constitué soit de la fédération Industrio, la fédération syndicale mondiale de l'industrie, soit UNI, la fédération syndicale des services, et qui se mettent d'accord à travers un accord, en bonne et due forme, sur la façon dont l'entreprise va respecter ses obligations au titre de ces principes, va les mettre en œuvre et surtout va identifier un cadre de prévention des risques par rapport aux droits humains. Alors cette pratique, je m'empresse de dire qu'elle est extrêmement minoritaire aujourd'hui dans les pratiques d'entreprise dans le monde. Elle est surtout le fait d'entreprises européennes ayant leur base, leur siège en Allemagne et en France en particulier. Et ça reste une pratique, encore une fois, extrêmement minoritaire. C'est une pratique qui s'est développée à partir des années 90 et des années 2000 surtout, soit à l'initiative d'une entreprise qui pouvait développer une certaine vision de sa responsabilité sociale, notamment Jacques Ribou, l'ancien président Danone, qui a été la première entreprise à conclure un accord mondial dans les années 90. Et surtout, c'est un mouvement qui s'est accéléré avec le Global Compact et l'ensemble du mouvement de responsabilité sociale des entreprises qui recherchait non pas seulement la définition d'une stratégie unilatérale de RSE, mais qui recherchait de plus en plus la définition d'un cadre concerté, soit avec des ONG, soit avec des organismes syndicales, pour organiser un système finalement de vigilance sur les droits humains de leurs filiales ou de leurs opérations menées en dehors du pays du siège. Et dans le cas des entreprises allemandes et des entreprises françaises, ça a été un mouvement extrêmement important mené parallèlement à la mondialisation des opérations de ces entreprises. Enfin, le dernier point que je voulais citer, et puis je m'arrête là pour ça, si je comprends bien, c'est que depuis quelques années, et notamment à la faveur du renouvellement de certains accords mondiaux ces 5 dernières années, on a vu ces accords effectivement essayer de développer des dispositions au-delà de leur périmètre, le périmètre des groupes, et étendre des dispositions à l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, en particulier les fournisseurs de premier rang, ou les franchisés dans le cadre des grandes enseignes commerciales comme Carrefour. Donc ce mouvement est un mouvement qui signale, je dirais, un intérêt, il y a un enjeu particulier pour utiliser cette forme de dialogue social international entre partenaires sociaux mondiaux et entreprises sur la question de la vigilance. Aujourd'hui, c'est évidemment un cadre qui doit faire ses preuves, puisqu'on en est, je dirais, à la première génération des dispositions de ces accords sur ce sujet
de la vigilance. Donc voilà, simplement pour conclure, hein, le message que je voulais essayer de passer dans le cadre de cette rapide intervention, c'était de dire que l'OIT avait toujours été inscrite dans la recherche d'une régulation sociale de la mondialisation. Ça fait partie de ses obligations constitutionnelles initiales, et qu'aujourd'hui, elle essaye de surmonter les limites du système du droit international public classique et des limites auxquelles se heurte la mise en œuvre et le contrôle des normes internationales du travail en mobilisant des initiatives des acteurs directs de la mondialisation, que sont les partenaires sociaux et que sont les entreprises mondiales, pour renforcer l'effectivité de ces droits et de ces principes, notamment les droits et les principes fondamentaux du travail que j'ai cités. Très bien, merci beaucoup Cyril. Donc, nous avons une première question d'Adrien. Alors, je crois que vous avez répondu un peu en partie, mais comment l'OIT peut s'assurer du respect effectif dans les pays, y compris des conventions fondamentales qui certes s'appliquent partout. Quelles sanctions vous avez, quel arsenal juridique vous avez, tout en sachant que ça reste du droit international et que donc ce n'est pas... Alors effectivement, il y a la modalité de sanction, il y a deux niveaux, si vous voulez. Quand une convention a la vocation, comme je l'ai dit, à être appliquée dans le droit interne, dans le droit national, dès lors qu'elle est ratifiée. Et donc quand elle est ratifiée, évidemment, ce sont les autorités juridictionnelles des pays qui assurent le contrôle des obligations internationales au même titre qu'elles contrôlent et sanctionnent le manquement à des obligations de droit interne. Une fois qu'une convention est ratifiée, il n'y a plus de différence, mais ça dépend des États et ça dépend de leur qualité du système, de la qualité du système juridictionnel. Il y a ceci dit une modalité de contrôle organisée au niveau international, avec en particulier des mécanismes de réclamation et de plainte qui peuvent être directement adressés à l'OIT par, en l'occurrence, des syndicats professionnels qui, lorsqu'ils estiment qu'un gouvernement ne respecte pas ou ne s'acquitte pas correctement d'une obligation internationale découlant d'une convention ratifiée par le gouvernement, et ce syndicat peut saisir l'OIT qui exerce son contrôle sur la façon dont telle ou telle norme est ou pas appliquée et respectée par un gouvernement. Il y a des exemples fameux, je peux citer l'exemple récent peut-être qui a eu le plus de retentissement, c'est celui du Myanmar et du travail forcé au Myanmar, qui a fait l'objet d'une plainte qui a été instruite et qui a contribué finalement à organiser une forte pression de la communauté internationale sur ce pays. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Alors, nous avons une question. Est-ce que l'OIT a produit un rapport sur le sujet particulier des accords cadres? Oui, il y a... alors, il y a eu moi, je dirige, comme vous l'avez dit au début, le bureau de l'OIT qui est basé à Paris. Et donc, on a, à Paris, présenté une enquête qu'on a menée auprès de 10 entreprises françaises. Et on a analysé les innovations introduites dans la dernière génération, on va dire, des accords mondiaux conclus par ces 10 entreprises. Donc, je vous invite à les consulter sur notre site internet. Elles sont disponibles et téléchargeables sur le site du bureau de Paris. Et puis sinon, il y a de très nombreux travaux qui ont été menés par l'OIT sur le sujet. Peut-être que le mieux, c'est que je vous adresse quelques liens que vous pourriez ensuite rediffuser sur l'ensemble des participants à ce séminaire. Et oui, c'est un sujet sur lequel l'OIT travaille depuis un certain nombre d'années. Oui, très bien, merci. Alors, nous avions encore une question sur la possibilité d'intervention de l'OIT
dans les États. Donc l'OIT intervient-elle dans les mécanismes juridiques des États? Enfin, peut-elle intervenir dans les mécanismes juridiques des États? Alors, non, l'OIT, enfin, il y a deux modalités de contrôle et de sanction. Oui, il y a des bruits de fond. Moi, on a des bruits de fond. Il y a une personne connectée par téléphone. Excusez-moi, dans les participants, si la personne qui est connectée par téléphone et qui génère des bruits de fond peut couper son micro, ce serait super. Je pense que c'est rétabli. Il y a deux modalités de contrôle. Il y a un contrôle juridictionnel au niveau national et là, l'OIT n'intervient pas directement dans l'instruction dès lors qu'il y a une instruction ou procédure engagée au niveau national, l'OIT n'intervient pas directement au niveau national. Maintenant, l'OIT intervient en amont, je dirais, à travers notamment des travaux qui peuvent être menés autour de l'interprétation des normes internationales du travail, et surtout, elle intervient aussi à travers les programmes d'appui et de coopération technique que l'on peut mener dans un grand nombre de pays pour justement à la fois faciliter la ratification de ces conventions et puis en faciliter aussi la mise en œuvre. Mais on n'intervient pas d'un point de vue juridictionnel au niveau national. D'accord. Et donc encore une question donc, par rapport on vient de parler du secteur textile. C'est une question d'Adrien. Et ce secteur a basé ses principaux centres de production dans des pays peu respectueux du droit du travail, comme en Asie ou en Afrique. Que peut faire l'OIT pour agir sur des initiatives sectorielles et agir sur finalement la régulation, j'imagine, du secteur au niveau international pour éviter... Là, peut-être que le meilleur élément de réponse que je peux donner, c'est de dire quelques mots sur l'engagement de l'OIT au Bangladesh à la suite du Rana Plaza, puisqu'il s'agit du secteur du textile. Je pense que ça peut vous montrer justement les différentes modalités dans lesquelles l'OIT peut intervenir sur un tel sujet. Donc après le Rana Plaza, je dirais que l'OIT est intervenu déjà pour traiter l'urgence. Et l'urgence était notamment l'indemnisation des victimes et de leurs familles dans un pays qui ne connaissait pas véritablement un système de couverture des risques professionnels et d'assurance des accidents du travail. Donc il y a un fonds qui a été mis en place, qui a été alimenté par un certain nombre de contributions des donneurs d'ordre ou aussi du gouvernement du Bangladesh et de l'aide internationale. Et c'est l'OIT qui a supervisé, on va dire, le processus d'indemnisation en s'appuyant d'ailleurs sur les normes internationales sur le sujet. L'OIT est aussi intervenue grâce à la très forte pression internationale mise sur le Bangladesh pour forcer un peu la main aux acteurs pour adopter et mettre en place un accord très important qui s'appelle l'accord sur la sécurité des bâtiments, la sécurité incendie, et qui organisait un très ambitieux programme de remise aux normes des sites de confection du pays habilités à l'exportation. Et donc l'OIT a contribué à coordonner cette inspection et cette mise aux normes de 3 à 4 000 sites de production textile dans ce pays. Et puis l'OIT est aussi intervenu pour, à travers des programmes de coopération technique, pour renforcer l'inspection du travail et pour relever aussi le niveau des standards de la législation du pays. Et enfin, l'OIT est intervenu à travers un programme que je pense certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Better Work, qui est un programme de renforcement des capacités de nos membres dans le secteur du textile, qui a été ouvert donc au Bangladesh et qui prévoit deux types d'activités, des activités d'audit à partir d'un référentiel calé sur les normes de l'Organisation internationale du travail pour faciliter l'identification des fournisseurs pour les donneurs d'ordre qui adhèrent à ce programme, et puis qui aussi organise toute une série d'activités de renforcement des capacités des partenaires sociaux au niveau des sous-traitants pour favoriser le dialogue social dans les entreprises fournisseurs. Puisque le credo de l'OIT sur ce sujet, c'est que
réussira à mieux maîtriser les chaînes d'approvisionnement que dès lors que les acteurs du travail dans les pays d'approvisionnement et dans les entreprises fournisseurs parviendront par le dialogue social à améliorer les standards sur le respect des libertés syndicales est absolument clé pour ce processus de renforcement des capacités de nos membres et l'amélioration des conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement. Merci pour tout, Cyril. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions en ligne. Ah, une dernière. Est-ce que l'OIT travaille avec le CNUSED pour la prise en compte des droits fondamentaux des travailleurs dans les accords d'investissement? Il y a des études qui ont été faites avec la CNUSED sur les réalités de l'emploi dans les chaînes d'approvisionnement. Certains chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, d'ailleurs, viennent de la CNUSED, hein, le fait que notamment un emploi sur 5, enfin non, pardon, le fait que les 4/5e du commerce international est constitué de consommation intermédiaire s'intégrant dans les chaînes de production mondiale, ça c'est une donnée de la CNUSED, et l'évaluation d'un emploi sur 5 dans le monde, intervenant dans le cadre des chaînes d'approvisionnement, c'est une donnée de l'OIT, mais donc c'est sur ces sujets-là qu'on travaille avec la CNUSED. Et par contre, avec l'OMC, on a fait des études évaluant la portée des clauses sociales dans les accords de commerce et dans les accords d'investissement. Très bien. Ben, merci pour tout. Donc, merci à vous pour votre intervention. Merci à Mounir aussi pour son intervention. C'était vraiment très enrichissant. Ça montre bien aussi, je crois, l'idée que pour que les entreprises, dans le cadre du devoir de vigilance, soient à même